L'Europe, l'Europe nous regarde. L'Europe nous regarde. La Belgique est observée à la loupe. Construire l'Europe, ça commence chez nous, par la connaissance de l'histoire, par les échanges culturels, commerciaux, par la générosité aussi. L'affirmation de l'identité sans l'ouverture engendre le nationalisme et le repli sur soi. L'ouverture aux autres sans identité engendre l'insécurité par la perte des repères. L'Europe, qu'on le veuille ou non, est le niveau le plus pertinent de pouvoir face au capitalisme de marché mondialisé. Nous nous engageons à fond pour la renforcer et poursuivre sa construction. Trop lente peut-être, indispensable sûrement. Ma foi en l'Europe, c'est une union avec une gouvernance économique et un pilotage politique. Une démocratie qui a un visage, plusieurs visages. Une fiscalité harmonisée pour poser les bases solides d'une Europe sociale. L'Europe est aussi notre levier pour construire un autre monde, plus humain. Sa vocation n'est pas seulement d'être un grand marché économique bien organisé, mais aussi une puissance, une force au service des défis planétaires et humains. L'Europe que nous voulons, l'Europe que nous aimons, c'est une Europe qui est à l'avant-garde pour répondre notamment aux défis alimentaires. La famine dans la Corne de l'Afrique en appelle à sa pleine responsabilité. En tant qu'humanistes, nous voulons consacrer notre énergie à l'essentiel. L'humanisme, c'est refuser la fatalité et remettre de l'ordre dans nos priorités collectives. Et donc, j'insiste, renverser la logique des rapports entre le nord et le sud du pays, entre le nord et le sud de la planète. Renverser cette logique nous permettra de concentrer notre énergie sur le progrès humain. L'humanisme, c'est refuser les carcans idéologiques, c'est refuser de s'enfermer dans des réflexes d'une autre époque, dans une grille de lecture assez binaire. L'homme n'est pas objet de l'État, du marché ou de l'écologie. Il est acteur de sa vie. Je préfère et je choisis le citoyen Providence à l'État-Providence. Un être libre de ses choix, de sa foi, mais aussi de ses doutes ou de son athéisme. Un être debout. Tous ceux que la vie a brisés, tous ceux que la fatalité a frappés, doivent savoir qu'ils ne seront pas abandonnés. Ils doivent pouvoir compter sur le soutien de la collectivité pour les épauler et chaque jour sur notre humanisme. Cela nous montre aussi à quel point l'école et ses enseignants sont l'ADN de la société. Il est nécessaire de les soutenir à la mesure de l'enjeu qu'ils représentent. La formation est fondamentale, car derrière les fameux socles de compétences, de quoi parle-t-on? Comprendre le monde, se comprendre mutuellement, partager des valeurs, s'ouvrir aussi à celles des autres. Développer ses talents, construire la confiance en soi et construire son avenir. Les politiques, trop souvent, voient les défis sociaux à travers des chiffres, des pourcentages, des statistiques. Pour les sans-abri, on n'a pas de chiffres officiels, ils sont hors du système, inexistants dans les ordinateurs. Mais pour moi, pour nous, un enfant qui dort dans la rue, un seul, n'est-ce pas déjà un scandale suffisamment grand pour qu'il mobilise toute notre énergie politique? Il y a des logements vides, des milliers de logements vides, mais il y a aussi des logements sociaux, des logements publics, qui sont occupés par des personnes qui ne devraient plus s'y trouver. Le bail social à vie, c'est injuste et déresponsabilisant. Pourquoi maintenir de fait un bail à vie sur un logement de 3 chambres alors que les enfants ont grandi et que d'autres familles, avec de jeunes enfants, en ont besoin? Pourquoi laisser un logement social à un ménage dont les revenus ont suffisamment augmenté pour envisager une transition vers leur propre logement?
à Bruxelles avec Céline et d'autres notamment, nous sommes à la pointe du combat pour lutter contre cette injustice. Nous proposons le bail à durée déterminée. C'est ce que nous avons fait en Wallonie. Merci, André. Notre politique de logement, c'est d'accompagner les locataires progressivement et sans rupture du logement public au logement privé, à la propriété. Un autre exemple, une enquête publiée cette semaine dans la presse nous apprend qu'en 10 ans, le prix moyen du logement a été multiplié par 2, alors que les salaires n'ont cru que de 24%. Comment un jeune couple, une jeune famille, peuvent-ils encore espérer aujourd'hui avoir une maison? C'est pourtant un projet bien légitime pour chacun. Cette enquête nous apprend aussi que le financement des maisons n'est plus octroyé par les banques à 100%, mais en moyenne à 70%. Ces mêmes banques que l'État a sauvées de la banqueroute voici 2 ans. C'est inadmissible. C'est une question de dignité. Les jeunes qui se lancent dans la vie, qui travaillent, qui cherchent de l'emploi, fondent une famille, ils doivent pouvoir être dans les conditions d'acheter une habitation. À nous de formuler les propositions concrètes. C'est cela, mettre la personne au centre de notre débat. Humanisme, mesdames, messieurs, ne signifie pas angélisme. La sécurité est un droit fondamental. La sanction juste et rapide est éducative. Le sentiment d'insécurité des citoyens est légitime. Je ne supporte pas que certains balayent ce sentiment du revers de la main. Un exemple qui me fait particulièrement mal, des adultes utilisent, manipulent des enfants pour commettre des délits. Utiliser l'innocence d'un enfant pour escroquer ou voler, c'est d'abord et avant tout lui voler son enfance, lui barrer l'avenir. Dans ce cas, clairement, les peines doivent être plus lourdes, car c'est une circonstance aggravante. L'humanisme radical, c'est aussi une approche des défis socio-économiques. L'économie de la performance, de la croissance et du bien-être prêt à consommer génère tant de burn-out, de dépression, de stress, de cancer. Cette économie-là, elle n'est plus au service de l'homme, elle le broie. J'ai rencontré des médecins, des infirmières, qui m'ont parlé de ces vies brisées par des logiques de rentabilité. Ce qu'il faut dans ces cas-là, ce n'est pas une médecine technico-scientifique, c'est aussi une médecine pour l'homme, qui écoute et qui apaise. Dans le cadre budgétaire étroit des prochaines années, nous demanderons des moyens pour revaloriser ces prestations médicales et soutenir la médecine de proximité dans les villes et dans les zones rurales. Nous voulons une organisation de travail non seulement compatible avec la vie de famille, mais surtout qui améliore la vie de celle-ci. Nous proposons aussi de créer dans les villages, dans les quartiers, dans nos villes, des espaces de télétravail, pouvoir travailler à proximité de son domicile, sans mélanger vie familiale et professionnelle, rencontrer des gens issus d'autres entreprises dans des espaces conçus pour le travail, c'est gagner du temps sur les navettes, c'est épargner l'environnement, c'est améliorer la mobilité et surtout, c'est créer des liens sociaux et humains entre les hommes et les femmes. En Belgique, le grand compromis social de l'après-guerre entre capital et travail doit être repensé et refondé sur des bases nouvelles. De nouveaux choix sont à poser, car les temps changent. Allongement de la vie, organisation différente du temps de travail, avec des rythmes différents pour la famille et pour les loisirs. Face à ces enjeux, l'opposition entre défense des acquis et réduction des charges est stérile, elle relève du dialogue de sourds. Mais je sais qu'il y a dans notre pays des responsables syndicaux et des patrons qui savent où se situe la vraie valeur de leur entreprise. J'ai rencontré des responsables syndicaux, des patrons, le monde académique aussi. Ils veulent se forger un destin économique commun, dans un esprit de partenariat et de respect mutuel, plutôt que dans un esprit de lutte et de revendication des uns contre les autres. Ils veulent voir plus loin. Et ils ont raison. Et ils ont pris, parfois, il faut toujours les soutenir,
leurs responsabilités. Pour créer cette réponse nouvelle, il est urgent de renouer ces liens approfondis et suivis avec le monde syndical, mutualiste, patronal, associatif, culturel. Nous devons travailler ensemble, partager avec eux nos intuitions, écouter leurs analyses et propositions, soumettre nos projets à leurs critiques. Ensemble, nous pourrons faire émerger un nouveau compromis socio-économique pour le XXIe siècle. Seul ce nouvel équilibre économique permettra d'assurer les moyens d'une véritable solidarité capable d'affronter le défi, le terrible défi démographique des prochaines décennies, mais aussi d'entreprendre les réformes nécessaires pour une sécurité sociale plus juste et une politique de santé performante et accessible à chacun. L'humanisme, c'est aussi une approche micro et non plus seulement macroéconomique. C'est ce que j'appellerais la création de poches de bonheur et d'activité. Les associations, les coopératives, les petites et moyennes entreprises, les écoles, les familles et tant d'autres lieux de rayonnement. Au-delà de leur activité propre, ils occupent une place sociétale forte. Ce sont des lieux où chacun peut développer son envie de créer, d'entreprendre, de mettre ses talents au service des autres. Nous serons toujours aux côtés de ceux qui créent et qui entreprennent, ceux qui veulent miser sur les talents dans leur région, dans leur ville, leur village, leur quartier. Je veux que le CDH soit le moteur de ce nouvel idéal. La puissance de ce moteur vous appartient. Mesdames, Messieurs, le CDH, c'est une autre manière de penser et de pratiquer la politique. C'est une stratégie de changement. Alors, permettez-moi quelques instants de vous présenter, de vous parler de la méthode que je vous propose. Elle est basée sur 5 idées. La première, avec vous, je veux porter notre regard plus loin, pour anticiper les changements et penser l'avenir, pour préparer le terrain sans se laisser assujettir au rythme effréné de l'immédiat, pour maintenir un cap aussi. Nous devons résister, ce n'est pas toujours facile, à une certaine agitation. Le centre d'études du CDH sera largement renforcé. Le CEPES doit être cette génératrice d'idées qui nous met aux avant-postes de l'avenir. Il développera un réseau de ressources, de connaissances, de créativité. Il invitera aussi ceux qui veulent prendre part à son travail et il sera pleinement en lien avec l'ensemble des structures du parti. Deuxièmement, je veux raviver le dialogue interne et créer de nouveaux espaces de débat. Dans quelques mois, je convoquerai un premier congrès avec une nouvelle formule. Préparation collective, organisation très participative. Avec une première partie le vendredi où nous débattrons, franchement, sans concession, ensemble, des différentes propositions. Chacun aura droit à la parole et le lendemain, le samedi, nous pourrons présenter et débattre encore de nos propositions et aussi les faire savoir à l'ensemble de l'opinion. Je veux aussi que le CDH soit un espace de convivialité, où chacun d'entre vous trouve une place pour exprimer et partager ses idées, avec la garantie d'être écouté, mais aussi relayé. Dans les prochaines semaines, vous recevrez, avec les 11 000 membres de notre parti, un questionnaire qui sera une des bases essentielles de notre projet. Je vous demande de prendre le temps d'y répondre, sans concession. Troisièmement, nous sommes chacun dans nos cercles et milieux d'action des ambassadeurs du CDH. Vous êtes des ambassadeurs du CDH. Notre message d'espoir, notre projet, les propositions concrètes que nous portons, chacune d'entre vous, doit pouvoir les incarner et les faire vivre autour de lui. Quatrièmement, nous devons trouver et retrouver le sens du mot mandat. Nos contrats sont tous à durée déterminée et ils ne nous appartiennent pas. Je le dis pour moi-même, d'abord, mais aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Personne n'est au CDH pour faire carrière, ni pour assurer ses arrières. Dans un mandat, il y a d'abord l'idée de service, d'engagement, mais aussi de générosité.